Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans la Somme. Enfin, dans la Somme. Nous ne sommes pas dans le fleuve la Somme, forcément, sinon on va couler. Non, nous sommes dans le pays de Somme, au bord de la Somme. Donc forcément, on pense au château de la Somme et leur beauté qui nous assomme. Ça fait quand même beaucoup de fois que je dis Somme. Hein. Bon, les sommaires. Ah, il y a Somme dans Sommaire. Je vais entrer dans une forteresse unique en France pour y apprendre un peu de savoir-vivre avec un coach. Je file à Rosny-Récluse, un château au look très cinéma. Je rencontre un maître de l'ébénisterie qui fait revivre les meubles anciens. Direction les bords de la Somme pour un château riche de son colombier et rencontre avec un nouveau coach, un coach pour pigeons sportifs. Je vous emmène voir un château fort, un château très très fort, un château fort en bagarre. Et oui, parce que c'est une forteresse, un guerrier intact de la région datant du Moyen-Âge, le château de Rambure. Bon, il n'y a pas autant de R que moi j'en ai rajouté, mais c'est pour que vous ressentiez bien la puissance. Le château de Rambure est le premier château briques et pierre de France. Ce chef-d'œuvre de l'architecture militaire du XVe siècle appartient à la même famille depuis plus de 600 ans. Bonjour monsieur le marquis. Bonjour monsieur, je suis content de vous recevoir. Écoutez, moi de même, hein, merci beaucoup. Si vous voulez bien entrer. Allez, je vous suis. Bien, ben, vous rentrez dans la salle à manger où j'ai des souvenirs d'enfant puisque je n'avais pas le droit d'être à la grande table et j'étais avec ma sœur ici à cette petite table où on était servis. Je dis monsieur le marquis, mais en fait c'est Charles-Henri Letellier de Blanchard, marquis de la Roche-Fontenil. C'est ça, oui. C'est presque une phrase quand même. C'est super long, vous préférez qu'on dise monsieur le marquis? Le dernier ferme la porte. Ah, quand on est marquis comme ça et qu'on invite une jeune demoiselle à venir au château, elle est impressionnée quand même, j'imagine. Vous avez aussi des souvenirs d'amour un peu de... D'amourette? D'amourette dans le château? Non. Rien du tout. Mais moi j'aurais un château comme ça, j'aurais... On dit, hey baby, viens voir dans mon château. Rien même pas. Non, vous êtes un gentleman, vous êtes un vrai gentleman, monsieur le marquis. Là, nous sommes dans le grand salon ou le salon rouge, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, maintenant, on l'appelle le salon rouge, mais à l'époque, il était meublé différemment. Ah, d'accord. Là, je vois des tableaux partout, donc 18 générations, vous me dites. Oui, 18 générations de Rambure et 7 de la Roche-Fontenay. Charlotte de Rambure et a épousé celui-là, ce de la Roche-Fontenay, qui est un de mes grands-parents. C'est comme ça que je descends des Rambures par les femmes. Ok. Bonjour la famille. J'ai entendu une anecdote assez intéressante sur la Révolution. Parce que le château ne vous a pas toujours appartenu. Il y a un moment, il a été rendu au peuple. Mais le peuple vous l'a rendu? Oui, les biens de la famille ont été saisis à l'époque. Et j'ai une pétition des gens de Rambure demandant à ce qu'on nous restitue les biens qu'on nous avait pris. Ce qui est plutôt sympathique. Ben oui. Parce que moi, j'ai un cousin, je lui ai prêté un ordinateur, il ne me l'a jamais rendu. Monsieur le marquis, il est évident que vous connaissez les bonnes manières. Je pense, oui, mes parents m'ont éduqué dans ce sens. Les bonnes manières qui sont apparues au Moyen-Âge. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, il existe des coachs de savoir-vivre. Et je vais en rencontrer une de ce pas. Ah ben c'est une bonne chose. Marie de Tilly. Voilà. C'est dans le jardin d'hiver créé dans une tour du château dans les années 20 que je vais retrouver ma coach. Bonjour Marie. Bonjour Camille. Ah! Un baisement, avec les jambes, les pieds comme ça. Non, on a l'impression que vous êtes un danseur. J'étais pas loin. Non, mais ceci dit, c'est pas mal. Voilà, encore. Moi, je ne dois pas lever la main. Non, mais ça veut dire que vous ne faites pas non plus de bruit. Ah, ok, pas de bruit. Vous ne faites pas de bruit. Je suis pas loin. Oui. Et ensuite, c'est moi qui indique la place à la dame de Alors, s'asseoir. en principe, et depuis le Moyen-Âge, les femmes sont vraiment plus importantes que les hommes. Donc c'est moi qui vais manager, qui vais vous dire, qui vais donner le signal de s'asseoir. D'accord. Asseyons-nous. Allez, je m'assois. Asseyons-nous. J'ai entendu que le savoir-vivre et les bonnes manières venaient du Moyen-Âge. Ce qui s'est passé au Moyen-Âge,
c'est que comme tous les hommes partaient en croisade, il fallait que les femmes règnent à leur place et donc qu'elles soient respectées par les hommes qui restaient. La courtoisie, justement, c'était l'art de respecter la femme. La femme va s'asseoir la première, la femme va être servie la première. Ça, je le savais. Hein. Ah non, mais je n'en doute absolument pas. Je disais juste ça. Bon. Moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne vous le cache pas. Le couteau de droite, la fourchette de gauche. Alors, ici, la table est dressée. Simplement, il y a une petite erreur. Les fourchettes ne se mettent jamais de ce côté-là. Ah, d'accord. En France, la fourchette a toujours la pointe en avant et côté table. Pourquoi ? Parce que d'habitude, il y a les armoiries des familles qui sont gravées sur ce côté-là de la fourchette. Il fallait le présenter à... Et c'est pour cela qu'on met toujours la fourchette avec les pointes en avant sur la table. Les verres sont à peu près bien mis, c'est-à-dire que le verre à eau est vraiment à gauche, verre à vin rouge juste à côté, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est un petit peu plus petit, verre à vin blanc. Bon, sinon, pour les mains, vous placez les mains de chaque côté. Voilà. Alors, peut-être pas comme ça. C'est vrai que là, c'est un peu pianiste. Voilà. Là, on est carrément sur un instrument, sur un piano. Donc, discrètement, comme cela. Et alors, vous, les hommes, vous restez comme ça. C'est-à-dire les coudes un peu au corps. Pour nous, les femmes, on a quand même un avantage. C'est qu'on a le droit, alors pas tout de suite, de mettre délicatement et joliment les mains au-dessus de l'assiette. C'est-à-dire que les femmes ont le droit de mettre les coudes sur la table pour montrer leur bague, parce que ça montrait le rang social, si vous voulez, du mari, quand on avait une grosse bague, choses comme ça. Et alors, je vois, il y a une bouteille de champagne. Alors, bon, j'imagine que ça va c'est pour la flûte. Oui. Mais comment on sert le champagne Quand vous servez le champagne, vous tenez toujours la bouteille par le goulot. C'est-à-dire que c'est l'homme, évidemment, qui tient une bouteille. En France, une femme ne tient jamais une bouteille, que ce soit du vin, du champagne, même de l'eau. Pour tenir une bouteille de champagne, vous la tenez toujours par le col, ce qu'on appelle le col. Parce que la bouteille de champagne doit être servie fraîche. Voyez ? Donc, vous ouvrez le bouchon et vous la servez, et vous servez comme ça. Ça, c'est élégant. Et une canette de bière, comme ça ? Alors, la canette de bière, vous la gardez dans votre petite jerrycan. Dans votre canette, je trouve ça plutôt pas mal. Vous l'ouvrez en premier. J'ouvre en premier d'abord. Voilà. Alors bien sûr, le champagne, comme tous les alcools, à consommer avec modération. Bonne idée. Voilà. Et donc moi, j'approche mon verre. Voilà, et vous la tenez comme ça. C'est pas facile au départ, parce que je pense que c'est assez lourd. Merci Madame de Tilly. Merci beaucoup. Ben oui, on va trinquer à Rambure. À Rambure, alors. Le château de Rambure, c'est aussi un domaine de 10 hectares et une roseraie exceptionnelle. Bonjour Véronique. Bonjour Camini. Bonjour. Alors, on est dans la roseraie, c'est ça? Oui. Et il y a combien de roses à peu près hein? Il y a environ un peu plus de 500 variétés. 500 variétés de roses. Et à environ 2500 pieds dans la roseraie. Quand vous arrivez le matin ici, vous commencez par quoi alors? Je commence par aller chercher mon sécateur, le seau, et on va au boulot. Parce que tout est fait naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique. Donc en fait, c'est plus de travail qu'on travaille sans... C'est plus de travail, oui, c'est sûr. Mais comme j'aime ça, et que je ne veux pas utiliser de produits chimiques. Je ne veux pas. Je suis née dans une ferme, et j'ai toujours aimé la terre. Toujours. J'ai toujours aimé les fleurs, toutes les fleurs. Vous êtes entouré par des milliers de roses comme ça. Un homme qui veut vous séduire, qui vous offre des roses, vous en avez pas marre? Vous lui dites quoi? Non. Non. Vous prenez pas des roses? J'adore les roses. Non, pas des roses, des marguerites, s'il te plaît, c'est bon. Non, j'adore les roses. Moi, je suis émerveillé, Véronique. Par n'importe quel temps. Vous arrivez à me transmettre votre passion pour les... Moi, j'arrête les gars, France 3. Hein. C'est fini, moi, maintenant, c'est les roses aussi. Allez, c'est parti. Non, mais... Donne-moi le sécateur, je sais pas comment ça s'appelle. Là, celle-ci, il faut couper là. Ok, alors, attendez. Tac. Voilà. Camini, vous coupez là. Voilà. Voilà. Donc ici, tout est fané. Vous allez couper où? Tout est fané, même celle-là? Oui, celle-ci, elle va tomber. Oui, oui. C'est triste, c'est malheureux. On a envie de pleurer, moi. Alors, du coup, je coupe ici. Non, il faut couper là. Ah, plus bas, d'accord.
Direction le village de Rosny-Récluse, à une petite cinquantaine de kilomètres de Rambures. Je vous amène en direction d'un autre château, qui cette fois a servi de décor pour un meurtre. Mais non, il a servi de décor pour une série, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Car en effet, on peut dire que son style gothique troubadour du 19e siècle est très visuel. Le château de Rosny-Récluse est un domaine exceptionnel de plus de 815 hectares, aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral. Je rencontre le comte Raymond de Nicolaï, qui habite toujours. Voilà, je suis heureux de vous accueillir, Camini, dans cette maison, qui est celle de mes ancêtres depuis 1030. Vous savez combien de générations à peu près? 35. 35 je générations. suis voilà, la 35e génération de l'histoire familiale. Le look du château, que l'on appelle gothique troubadour, traduit la volonté de la noblesse au XIXe siècle de se réapproprier leur passé légendaire. Voilà, c'est actuellement l'entrée. Mais avant, c'était ce qui s'appelait la salle des chasseurs. C'est là où les chasseurs se réunissaient après une chasse à courre. C'est reconstitué avec passion et avec amour. Tout à fait. Je ne me rendais pas compte, quand je me suis embarqué, j'avais 20 ans dans cette histoire, que là où ça allait mener, c'est-à-dire, je suis toujours à y travailler. Wow. Ah, d'accord. Voilà. Alors, vous teniez absolument à nous montrer cette pièce. Ben, je tenais à vous montrer cette pièce, parce que c'était la partie que j'ai restaurée en 1984 et pour ma mère, quand elle était là. Chaque chose a une relation avec la famille, avec le lieu. Comment s'appelle cette pièce? C'est la chambre de ma mère, la chambre de la marquise. Voilà. Là, nous entrons dans ce que j'appelle le salon de famille. Pourquoi famille? Parce qu'au mur sont les portraits de membres de la famille sur différentes générations. Donc plutôt... les 35 sont là? Non, non, les 35 ne sont pas là, mais ils sont... c'est surtout des gens du 18e et du début du 19e. Peut-être je vais dire une bêtise, mais il y a beaucoup plus de dames que... Ben, elles ont tué leur mari. Ah, d'accord. Okay. Non, mais j'ai remarqué une chose, c'est que dans les portraits, souvent quand on doublait mari et femme, la femme était mise plus en valeur, en 3/4, souvent très bon comme choix, ça, très bon et choix. juste le mari, l'homme en buste. Mais alors moi j'ai l'impression de voir ce petit chien un peu partout. Ben, vous le voyez partout, c'est la mascotte de la maison. Allez, viens Mimi. Allez Mimi, tu viens? Allez, viens, suis tonton Camini. Là, nous allons entrer dans la partie, si je peux dire, noble de la maison, qui est le grand escalier qui fait le pendant au pavillon de la chapelle. Et alors, ici, on appelle ça donc une cage d'escalier. C'est la cage d'escalier, oui, c'est comme une lanterne. C'est pas les mêmes cages d'escalier que Roubaix quand même. J'ai des potes qui habitent à Roubaix en cage d'escalier, c'est pas du tout. C'est pas le Moi, même genre. je préfère celle-là. Oui, mais il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Alors ça pose des problèmes. Bon, si vous voulez bien me suivre, cette cage d'escalier telle que vous la voyez, quand je suis arrivé ici, avait un décor très intéressant. Il y avait tout Walt Disney, c'est-à-dire il y avait Blanche-Neige, il y avait Bambi. Ah d'accord. Ah. Voilà, nous entrons dans la bibliothèque, qui est, je peux dire, la partie nocturne de la maison. La journée, nous nous tenons au rez-de-chaussée, et le soir, toujours ici dans la bibliothèque. C'est une pièce de vie un peu. C'est une pièce totalement de vie. télécommande, ça, vous avez... Il y a une télé. Voilà. Moi j'ai juste une question. Les livres, vous avez tout lu? Mais non. Même les pages, jaunes là que je... Même les pages jaunes. Les pages jaunes, je lis quelquefois le TV et je suis bien triste quelquefois des programmes. Mauvais programme. Voilà. Il faudra regarder notre programme, alors, c'est le meilleur. Je vais vous montrer une chose qui est très très amusante. C'est une vieille dame qui est venue en 81. Elle avait été infirmière pendant la Première Guerre mondiale ici. Et son régiment a édité un petit livre et on trouve des photos des baraquements construits par les Anglais dans le parc, des photos. Donc ça, c'était dans le parc qui entoure le château. From your sleep. Toute cette vue a été composée au début du 19e, quand on a fait le parc. Il y a le côté paysager qui est derrière vous, où il y a la vallée, il y a le pont. Ça a été conçu comme un paysage. Et l'autre côté, qui était le côté régulier, où il y avait un grand parterre à la française. Pack and get dressed.
Et pour recréer cette impression de paysage naturel, ce plan d'eau creusé tout en longueur pour donner l'impression qu'une rivière coule paisiblement juste devant le château. Alors que les châteaux nécessitent un entretien, une restauration minutieuse et précise, il existe de moins en moins d'artisans. Mais il en existe un qui transmet déjà son savoir. Ébénistman, le super-héros, maître Auger, père et fils. Je suis ébéniste de père en fils. Mon père était déjà ébéniste, mon grand-père était charron. Donc j'ai repris la société tout naturellement. Ici, vous avez la marqueterie de la rotonde de l'Impératrice. C'est la partie centrale qui est assez abîmée, piquée par les vers. Donc on va changer toutes les parties déformées. Il faut retrouver les essences de bois, donc beaucoup d'érable, des bois exotiques, de l'acajou. On a différentes essences qu'on reteintera après, mais il faut retrouver les bois durs. Ici, vous avez la Vierge rayonnante du moulin Passavant à Amiens. Pour la restaurer, justement, on avait quelques gravures anciennes et en fait, on a réinventé les visages, l'enfant et tout le mouvement du drapé et le socle, en fait, à la base. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Il va falloir retailler un petit peu le centre là. Vas-y, marque-le. J'ai des enfants, mais qui ne sont pas forcément intéressés par le métier. Mais en fait, on accueille des compagnons de Mont-Saint-Aignan qui viennent très régulièrement. Et parmi ces jeunes, je pense qu'il y aura forcément un repreneur. Voilà, comme ça, on retaille un peu. Je dégage et puis toi, tu le retailles. Il faut avoir la passion de ce métier, en fait. C'est un petit peu décourageant puisqu'il faut être connu, il faut déjà avoir une entreprise. Et c'est vrai qu'en Picardie, c'est un petit peu nouveau, la restauration du patrimoine. On a pris conscience tardivement du patrimoine qu'on avait. Je me considère comme un artisan, pas comme un artiste. Comme mon père. Ce que je tenais à vous remettre maintenant, c'est ce dont nous avions parlé, c'est la mascotte de l'endroit. Alors je vous le remets. Oui. Donc ça sera symboliquement pour vous. Merci beaucoup pour cette mascotte. C'est marrant parce que vous l'avez fait apparaître comme un magicien. Absolument. C'est fou ça. Donc peut-être après les petits meurtres d'Agatha Christie, peut-être Harry Potter qui sera tourné ici. Ça fera des sous pour l'association, ce serait bien. On pourrait faire beaucoup de travaux. Eh bien, merci monsieur de Nicolaï. Merci beaucoup. Merci monsieur Camini. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Ok, je reviendrai. Merci. Au revoir le chien. Regarde, je pars avec le mini-toit. Tu me réponds jamais. Hein. C'est pas très gentil ça. Tous les châteaux ne sont pas habités par des familles issues de la noblesse. En 2000, la famille Delahaye achète le château de Long. Ce château, situé dans le village de Long, en bordure de la Somme, est un témoin de l'architecture du XVIIIe siècle, inspiré, comme on disait alors, de l'art de construire des maisons de campagne. Bonjour Madame Delahaye. Bonjour Camini. Bonjour. Ça va? Merci de me recevoir dans votre demeure magnifique. Mais c'est un plaisir. Écoutez, le plaisir est partagé à ce moment-là. Alors, quand je vois tout ça, il y a une question qui me vient, c'est mais quelle aventure quand même, acquérir un tel château. Est-ce que c'est une passion que vous aviez depuis longtemps ou c'est une passion qui est venue au fur et à mesure? C'est certain, c'est une aventure, mais non, ça n'a pas été une passion de longue date. Disons qu'à la retraite, mon mari pensait s'ennuyer, et il voulait revenir dans sa région. Et il est tombé sur ça, il est tombé amoureux de ça, et puis plus que moi. Mon mari n'arrête jamais, il rentre même un petit peu trop tard le soir, enfin, je ne peux pas l'empêcher puisqu'il aime ça.
Et à l'acquisition du château, pas de mauvaise surprise, il n'y a pas un fantôme qui est surgi comme ça, bonjour madame de la... C'est moi qui ai fait le fantôme un jour avec les enfants. Mais ils ont reconnu mes chaussures. C'est vrai. En plus de ce magnifique château, vous avez des serres, un jardin, mais aussi un colombier. Oui. Et pourquoi un colombier? Ah justement, et pourquoi un colombier? Parce qu'un pigeonnier, c'est plus populaire. Le colombier était un privilège réservé à la noblesse. Le pigeon était un mets exquis et sa fiente produisait un engrais exceptionnel. Après la Révolution, les paysans ont eu le droit de posséder leur propre volière. Le colombier, l'endroit au final le plus chic du château, parce que c'est un signe de richesse à la base, à l'époque, le colombier. C'est un signe de richesse. Quand par exemple on enlevait des boulins, les boulins c'est ça, hein, c'est parce qu'on donnait soit une dot à l'enfant, les terres étaient vendues ou quelque chose, donc il fallait absolument, c'était géré de cette façon-là. Donc on enlève carrément une partie de... Voilà, et ce qui enlève une partie de la richesse. Donc c'était vraiment, à l'époque, c'était vraiment un vrai signe de richesse. Donc oui, même pour draguer une fille, on peut lui dire, tu sais, moi j'ai un colombier. C'est vrai. Ok, j'ai un colombier, d'accord. Et il y en a combien alors là, potentiellement? Je sais pas, peut-être 1200 peut-être. On a conservé donc cette partie, l'échelle. Oui, qui est de l'époque. Si vous voulez aller chercher un pigeon là-haut, ben vous montez l'échelle jusqu'en haut et puis vous tournez. D'accord. Voilà, comme une toupie. Eh oui, on recense plus de 12 000 colobophiles en France. Depuis, la colobophilie s'est popularisée. Et pour certains, elle est même considérée comme un sport de haut niveau. Je vous amène à la rencontre d'un sportif, d'un champion, le Zidane de la colobophilie, Jean-Philippe. Je m'appelle Jean-Philippe Leroy, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants et je suis passionné de colombophilie. Je suis, comme on dit, un colonneux. Un colonneux, c'est quelqu'un qui pratique la colombophilie. On est coach de pigeons voyageurs pour faire de la compétition. Ça a commencé ici donc, en 1996 avec ce petit colombier où j'avais une vingtaine de pigeons. Et aujourd'hui, donc, j'ai agrandi et j'en suis à peu près 120 pigeons. Je m'occupe de mes pigeons à peu près 3 heures par jour, toute l'année, 365 jours sur 370 jours. Ce qui me plaît en fait, c'est les différences qu'il peut y avoir, autant par rapport au gabarit, qu'au plumage, qu'aux distances de vol, parce que vous avez des pigeons qui vont être capables de voler 200 à 300 km pour rentrer chez vous, et d'autres qui volent 8, 900, 1000 km. Donc ça, c'est tout un travail génétique qui est fait derrière, de par les croisements et tout ça. Ça, c'est mon crack, c'est le crack de la colonie. Au niveau de la mue, il est qu'à la 2e plume. C'est une aile bien ventilée, peut-être dû à ses résultats, mais je pense aussi que le cerveau fait beaucoup, quoi. Le cerveau et les aptitudes physiques. J'adore les voir voler comme ça, ça sent la forme, ça sent le peps. Ils prennent plaisir à voler et moi je prends un plaisir à les regarder. Le fait de les voir voler nous procure aussi un certain apaisement qui nous sort du cadre du boulot. Alors mon métier, moi je suis agent de sécurité physionomiste en discothèque. Je travaille la nuit, des fois je rentre, il est 7 h du matin. Je préfère aller m'occuper de mes pigeons avant d'aller me coucher parce que le pigeon voyageur demande aussi une certaine régularité dans les soins. La relation avec mon fils est vraiment portée un peu sur le pigeon, c'est-à-dire que je lui fais découvrir petit à petit. S'il a envie de donner à manger, ça l'intéresse, donc je le laisse faire et je le laisse découvrir par lui-même un peu. Et je pense que ça va lui donner, j'espère, l'envie dans le futur d'être colombophile, d'être un colonneux comme on appelle. Alors, je sais qu'il y a des visites, forcément, au château, mais oui, qu'aucune caméra n'a jamais pu filmer ni pénétrer l'intérieur du château. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Donc, c'est vraiment une exclusivité pour nous, France 3. Oui, exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, je suis assis à côté de
Honoré Charles de Buissy. Honoré Charles Celui qui a de fait Buissy. construire le château. Et en plus, il est musicien, visiblement. Oui. Vous voulez qu'il vous joue un petit morceau? C'est pas de refus. Oh non, c'est pas du tout de refus, au contraire. Il faut jouer, faut jouer avec. Pas de malin, moi aussi je maîtrise, ok? Fais le malin, je laisse finir. Eh ben, la musique du Seigneur de Buissy nous a ramené la pluie, mais bon, la pluie, nous les gens des Hauts, nous sommes habitués. Vous pouvez revoir l'émission sur le site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Allez, les gens des Hauts, et d'ailleurs, au revoir!